Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. De tout temps, les guerres se sont accompagnées d'un cortège de malheurs. Famines, exactions, destructions, pillages et épidémies s'abattent sur les populations dès qu'elles se trouvent à proximité d'un théâtre d'opération. À ce titre, le XVIIe siècle est une période particulièrement noire. On se souvient des ravages causés par la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648 dans toute l'Europe centrale et l'Est de la France. Mais d'autres conflits ont entaché ce siècle que l'on a dit pourtant grand. C'est le cas de la guerre de Hollande, qui en 1674 entraîne l'invasion de la Franche-Comté par les armées de Louis XIV. Si la campagne militaire proprement dite ne dure que quelques semaines, elle débute par un événement dramatique qui a longtemps hanté les mémoires comtoises, à savoir le massacre d'Arcé, aujourd'hui situé dans le Doubs. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Éric Labaille, docteur en histoire et spécialiste de l'histoire militaire. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric Delaunay. Alors d'abord, il faut un peu planter le décor. Qu'est-ce que la Franche-Comté en cette fin du XVIIe siècle ? La Franche-Comté est l'héritage de l'ancien comté de Bourgogne, à ne pas confondre avec le duché de Bourgogne, qui sont deux entités complètement différentes. Et le comté de Bourgogne est, depuis le XVIe siècle, tombé dans l'escarcelle de l'Espagne. Alors ça paraît étrange, puisque l'Espagne n'est pas particulièrement voisine de la Franche-Comté, mais c'est une question d'héritage depuis l'époque de Charles Quint. Donc c'est donc une province espagnole et en tant que telle, elle est située à la frontière du Royaume de France, lequel Royaume de France lorgne depuis très longtemps sur les provinces situées à l'est des Vosges, à savoir l'Alsace et bien évidemment la Franche-Comté elle-même, ce qui lui a valu d'être envahi une première fois par Henri IV, ce qui lui a valu d'être envahi une seconde fois par Louis XIV en 1668 et de se sentir un peu sur la sellette. Et cette position particulière fait que l'Espagne, à partir de 1668, va renforcer sa mainmise sur la région, puisque l'Espagne se méfie de ses ressortissants espagnols situés loin de son territoire métropolitain, et elle doute un peu de leur fidélité. Donc on a un remplacement des élites, notamment du gouverneur de la région, par des Espagnols bontins qui sont nommés par la couronne directement. Parce que pour l'Espagne, c'est un point essentiel en fait pour enserrer la France comme dans un étau. Oui, puisque l'Espagne possède à l'époque des territoires au nord de la France, dans les Flandres, et à l'est de la France, et ainsi que bien évidemment sur la frontière des Pyrénées, ça c'est une évidence. Et la Franche-Comté est un élément essentiel du système espagnol face à la France. Oui. Et donc avant de lancer son offensive, Louis XIV entame d'abord un balai diplomatique. Oui, un balai diplomatique qui, une fois n'est pas coutume, voit la France se rapprocher des Anglais. Ah bah, Ça, ouais. fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Se rapprocher des Anglais pour lancer une guerre contre la Hollande. Ce qui a arrangé les Anglais. Ce qui a, bien entendu, les Anglais ils voient tout l'intérêt. On veut casser en fait le pouvoir économique, on veut casser la prospérité hollandaise qui fait de l'ombre à l'Angleterre, qui est fondée sur des élites protestantes, donc ce qui n'est pas forcément du goût de Louis XIV. Et pour ce faire, donc en 1672, commence une nouvelle guerre que l'on appelle la guerre
guerre de Hollande. Alors cette guerre est une aubaine pour Louis XIV qui va tout d'abord se tourner vers les provinces des Flandres et essayer de conquérir les régions qui n'ont pas encore été conquises, qui n'ont pas encore été cédées à l'issue des traités précédents. Et une fois que ce travail sera fait, il va tout à fait naturellement se retourner vers l'autre possession espagnole proche de la France, c'est-à-dire la Franche-Comté. Et donc, cette Franche-Comté, ils pensent peut-être la cueillir assez facilement, mais il semble que la population locale fasse preuve de fidélité au pouvoir espagnol. Oui, les Comtois sont fidèles à la couronne espagnole. Alors, il existe bien évidemment des mouvements, des courants plus ou moins clandestins qui cherchent à favoriser un rapprochement avec la France, si ce n'est une intégration au Royaume de France. C'est notamment le courant du marquis de Listenois qui essaie de comploter, d'organiser le basculement. Mais dans l'ensemble, ils sont minoritaires. Les Comtois sont fidèles à leur roi. Pendant les guerres du XVIIe siècle, les Comtois parlent du roi, sont fidèles au roi. Non, ce n'est pas le roi de France, hein, c'est le roi Roi d'Espagne. d'Espagne. On est vraiment sur cette fidélité-là. Et la grande figure, la figure tutélaire de la fidélité comtoise à l'Espagne, c'est celle du vieux, puisqu'à l'époque il a plus de 60 ans, du vieux Lacuzon, qui est le seigneur local, c'est quasiment un condottière dont la vie est un roman qu'Alexandre Dumas a eu tort de négliger. L'Acuson est l'exemple type de ces nobliaux locaux qui sont extrêmement fidèles jusqu'au bout, hein. On verra pendant les combats de la guerre d'invasion de 1674, va rester jusqu'au bout fidèle à l'Espagne. Me viennent deux questions avant qu'on entame véritablement sur les opérations militaires et le massacre d'Arcet. Est-ce que cette fidélité n'est le fait que de la noblesse et ne concerne pas, je veux dire, la population qui compose voilà, la population de tiers états, enfin voilà, les paysans. Et deuxième chose, est-ce que cette forme d'attachement peut-elle être nommée patriotisme au sens contemporain du terme? Eh bien, à la première question, je répondrai non. C'est un attachement populaire à la couronne espagnole. C'est un attachement que l'on peut mesurer lors des grandes crises, lorsque les habitants de tel ou tel village, je pense notamment à Arbois, revendiquent leur fidélité au roi d'Espagne contre le pouvoir français qui cherche à les dominer. La deuxième question sur la notion de patriotisme, je serais plus mesuré. C'est un patriotisme incontestablement, mais un patriotisme du XVIIe siècle, c'est-à-dire fondé sur des rattachements dynastiques, fondé sur des traditions, fondé sur des habitudes. La notion de patrie, la notion de peuple disposant d'eux-mêmes, c'est quand même très attaché au XIXe La siècle. Révolution française. Oui, déjà à partir de la Révolution française qui va commencer à figer les choses, on est, incontestablement, il y a une forme de patriotisme au sens moderne du terme, mais je n'irai pas jusqu'à, faire un amalgame total entre, le patriotisme comtois envers la couronne espagnole de l'époque. Il y a une notion d'appartenance à un substrat comtois, ça c'est indéniable. Ensuite, est-ce que c'est du patriotisme? Au sens de la petite patrie, oui. Oui, oui, tout à fait. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors, on va maintenant sur les opérations militaires qui vont nous emmener à ce massacre d'Arcet, mais tout commence d'abord par Belfort. Oui, lorsque les Comtois prennent conscience que la suite de la guerre de Hollande mènera l'armée française à envahir la Franche-Comté, ils prennent un peu les devants. Donc on a un gouverneur, gouverneur de Poligny, qui est surnommé Massiette, de son vrai nom Jean-François de Massier, qui cherche à prendre les devants et qui organise un raid. Nous sommes donc fin 1673, qui organise un raid contre la place de Belfort.
Alors, il est bien évident qu'un raid face à une place forte n'a pas de grandes chances de réussir, mais l'opération est symbolique, d'autant plus que les Comtois prennent rapidement l'ascendant sur les forces qui leur sont opposées. Bon, c'est des forces légères, c'est de la cavalerie, mais ils arrivent jusqu'à Belfort, mais là, la puissance des canons, la puissance des fortifications met en échec immédiatement les troupes de Massiette. Et ce raid a une conséquence, particulière, c'est que le gouverneur, français, donc le chef, français de la région de Belfort, hein, le marquis de Vaubrin, demande au colonel, de Vascal, qui est le commandant des forces de cavalerie justement qui ont été, battues par les Comtois, de se lancer une opération de représailles. Alors il ne s'agit pas de l'invasion à proprement parler de la Franche-Comté, il ne s'agit pas des grandes opérations qui, elles, débuteront quelques semaines plus tard. C'est une opération punitive. C'est une opération à la fois punitive, à la fois de reconnaissance offensive, comme on dirait dans le vocabulaire militaire contemporain. Donc, Vascal rassemble une troupe conséquente. On considère qu'il a à peu près sous ses ordres 2600 hommes. 2600 hommes et la précision est importante, dont de nombreux dragons. Alors, qu'est-ce qu'un dragon? Ah, un C'est dragon, pas une bête ailée. ça pourrait, ça pourrait. Un dragon, c'est ce qu'on pourrait appeler un soldat d'élite. C'est les forces vives de l'armée française de l'époque. C'est un fantassin, c'est un soldat qui combat à pied et qui se déplace à cheval, ce qui lui donne une capacité combative assez particulière. Il se déplace rapidement, il est capable d'agir à la fois à cheval, puisqu'il est doté d'un sabre et qu'il peut se battre comme un cavalier, mais il a un fusil et à partir de là, il peut aussi se battre à pied. Donc c'est quelqu'un de particulièrement Enfin, redoutable. le dragon, on l'associe au feu. Il y a un lien. Non, c'est associé à les origines du terme dragon sont assez floues, elles remontent au XVIe siècle. Soit on a pris la métaphore du dragon pour désigner ces soldats particulièrement courageux et redoutables, soit ça nous ramène à un noble de la fin du Moyen Âge qui s'appelle Raoul Dragon de Gommiécourt. Bon, les étymologies sont assez floues sur le sujet. Toujours est-il qu'au XVIIe siècle, la typicité des dragons est déjà assurée. Donc ces soldats qui sont d'excellents soldats, formés pour le combat à la fois à cheval et à la fois à pied. Et donc ils composent une bonne partie des troupes de Vascal qui partent en raid sur la région d'Héricourt et qui quittent Belfort le 7 janvier 1674. Et donc, c'est là que le drame d'Arcé va avoir lieu. Alors, présentez-nous un petit peu ce qui arrive donc là en janvier 1674 dans ce village. Eh bien, la colonne du colonel de Vascal a pénétré en territoire comtois, donc région d'Héricourt, et sans véritablement d'objectif final. L'idée est un petit peu de marquer l'influence française, de faire peur et de montrer que l'armée française n'est pas prête de se faire humilier comme elle l'a été quelques semaines plus tôt. Donc, sur le chemin des troupes françaises se trouve le petit village d'Arcé. Arcé n'a absolument aucune vocation défensive, pas de muraille, pas de garnison, rien, et les paysans en sont parfaitement conscients. Donc lorsqu'ils voient arriver les troupes françaises, ils se réfugient dans le cimetière autour de l'église et entament des négociations avec les envahisseurs. Donc, c'est un lieu d'asile, normalement, une Oui, oui, église, un cimetière. Des troupes n'ont pas le droit d'attaquer ces lieux. en théorie, une église, c'est un lieu saint. Donc, lorsqu'on est sur un lieu sacré, on ne fait pas la guerre, on protège les gens qui sont dans cette enceinte. Et pourtant, les choses vont dégénérer. Mais oui, et d'autant plus que les paysans sont tout à fait conciliants. On négocie avec les Français, on dit aux Français, mais allez-y, vous voulez piller, pillez. Les maisons sont vides, toute la population est là. Livrez le village au pillage, mais laissez-nous en paix. Ne nous tuez pas. Il n'y a pas de, il y a pas De résistance. il y a pas de problème. Et l'histoire a retenu le nom d'un de ces paysans qui s'appelle Sébastien Viennot, qui, avec sa femme, va parlementer. Et l'officier de dragon qui discute avec eux ne l'entend pas de cette oreille. Il considère qu'il est là pour faire obéir, faire imposer par la force la puissance française, et donc il refuse, il dit aux civils, rendez-vous.
Mais c'est une consigne qu'il a reçue ou c'est de sa propre initiative? C'est difficile à déterminer ou On en on a des sources? On n'en sait absolument rien, d'autant plus que les récits, contemporains, donc quand on dit contemporain, c'est d'aujourd'hui, hein. Les récits contemporains qui sont faits de ce drame, contiennent notamment une erreur importante. Bon, c'est anecdotique, mais ça révèle que la mémoire de ce drame n'est pas passée de façon, intacte, à la postérité. Je vous donne cette anecdote. L'officier de dragon qui va parlementer avec Sébastien Viénot, si vous prenez les sources contemporaines, on dit c'est le lieutenant Asfils. Asfils, Asfils. Bon. Et lorsqu'on creuse un petit peu, en fait, non, il n'y a pas de lieutenant Asfils du tout. Déjà, ce n'est pas un lieutenant, puisqu'il est lieutenant d'un capitaine de dragon, c'est-à-dire qu'il est l'adjoint d'un capitaine de dragon, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est le grade de lieutenant. Et le capitaine de dragon en question, c'est un capitaine de dragon qui s'appelle le capitaine d'Asfeld. Donc, les chroniqueurs contemporains ont fait un amalgame entre le nom de son chef, la fonction qui est la sienne, lieutenant, et donc on a créé le personnage du lieutenant Asfils qui en fait n'a jamais existé. Mais c'est un officier de dragon qui va parlementer avec Sébastien Viénot et qui, est-ce que c'est de son initiative? Est-ce qu'il se sentait suffisamment fort? Est-ce qu'il avait reçu des consignes du colonel de Vascal? L'histoire est muette sur le sujet. Toujours est-il qu'il refuse la compromission et il exige que les paysans, les habitants d'Arcé se rendent. Et donc là, il y a un échange de coups de feu. Alors, qui a tiré le premier, c'est toujours une question. Mais il y a un échange de coups de feu qui va entraîner le drame. Oui, il semblerait que le premier coup de feu ait été donné par cet officier de dragon, sûrement vexé d'avoir été blackboulé par les paysans, et qui, en reculant, aurait tiré en direction du cimetière et des habitants. Toujours est-il que ce premier coup de feu est suivi par une fusillade nourrie venant du cimetière et que là, on s'en doute, cette fusillade qui, a priori, aurait tué un officier français. Mais là encore, les sources sont extrêmement peu disertes sur la question. Eh bien, ça va décupler la rage des Français qui vont se livrer là pour de bon à un massacre en règle. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors, ce massacre en règle, il a pour centre le clocher du village. Oui, lorsque les Français passent à l'attaque, ils entrent dans le cimetière, les défenseurs du cimetière se replient dans l'église et barricadent l'église. Bon, les Français vont défoncer la porte de la sacristie, entrer à leur tour dans l'église, où ils sont reçus par un tireur isolé qui leur tire quelques coups de feu. Alors on a aujourd'hui, avec les armes contemporaines, on imagine qu'un homme avec un fusil peut arrêter pas mal d'assaillants. Là, L'armement de l'époque, voilà, non. on est à une époque où ce défenseur qui s'est réfugié dans la chair de l'église peut tirer quelques coups de feu, mais en aucune façon il ne peut arrêter un Très assaut. imprécis. En plus. Ouais, ouais, et en plus très imprécis, oui. Il ne peut arrêter un assaut en règle. Et donc les opposants se replient dans le clocher et les Français veulent les en déloger. Et pour ce faire, on va pratiquer une enfumade. On prend de la paille, on y met le feu et on essaie d'enfumer le clocher de manière à ce que les défenseurs en sortent. Une femme essaie de négocier, dire aux Français de se calmer, elle est abattue, on refuse toute forme de compromission. Les défenseurs agitent un drapeau, les Français acceptent que les femmes et que les personnes les plus faibles puissent quitter le clocher, mais très peu de monde quitte le clocher, on continue à tirer pendant que le feu commence à prendre et les défenseurs clament leur fidélité. Tout à l'heure, on parlait de patriotisme et leur attachement au roi d'Espagne hein, pendant cet incendie. Le bilan? Le bilan, c'est que on est sur à peu près 120 morts, hein, 120 civils tués pour des raisons tout à fait subjectives qui n'ont pas de raison d'être finalement, puisque la mission des Français n'était en aucune façon de massacrer. Il s'agissait de faire régner peut-être la terreur. Le pillage aurait pu suffire, mais là, en l'occurrence, les choses ayant dégénéré, là, il y a une miraculée, une jeune fille de 14 ans qui saute du clocher et qui est recueillie par un soldat français qui va la sauver. Mais
Le bilan est particulièrement catastrophique, 120 morts pour rien. Même l'aumônier de la colonne du colonel de Vascal s'en émeut. Il dit, au colonel que c'est un crime et le colonel a cette réponse qui est quand même, terrible. Il dit: «C'est nous avons fait ça pour l'honneur de la France». Enfin, où est l'honneur de la France dans ce massacre? D'autant que les conséquences du massacre vont être catastrophiques. Là encore, elles vont renforcer le sentiment anti-français des Comtois. Le massacre d'Arcé sera cité à plusieurs reprises, par les défenseurs, comtois, lorsqu'ils diront que, ils refuseront par exemple de se rendre, disant: «Mais nous nous rendrons pas parce que si nous nous rendons, vous allez faire avec nous ce que vous avez fait à Arcé». Et donc là, il y a un élément de mobilisation qui va nourrir une guérilla importante. Oui, oui, on appelle ça les loups des bois, des paysans, des militaires comtois vont organiser la guérilla, vont s'en prendre, aux arrière-gardes françaises, notamment la colonne française qui a commis le crime d'Arcé se replie ensuite sur Belfort et elle va être assaillie tout le long de la route par des troupes mobiles, et légères, comtoises qui vont lui tuer à peu près 200 personnes. Donc de lourdes pertes. De très lourdes pertes. Donc le bilan de l'incursion d'Arcé est parfaitement négatif à tous les sens du terme. Il n'a rien apporté à la puissance française, il n'a pas permis la moindre invasion et il s'achève par quasiment une déroute des Français qui rentrent à Belfort. Alors, nous sommes à Arcé, nous sommes en 1674, on est en Franche-Comté. Cependant, votre récit glaçant ne va pas sans nous rappeler d'autres épisodes de l'histoire plus contemporains. Et je pense aux enfumades de Dara, par exemple, à la conquête de l'Algérie entre 1845 et 1848. Les Bien sûr, quand, enfumades, hein. quand on parle de clocher, voilà, avec un survivant, voilà, ça nous emmène à des périodes plus contemporaines, avec Oradour-sur-Glane. Est-ce que ça a du sens de faire de tels parallèles? Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, espèce de persistance dans le temps où il y a des moments de violence ultime, ou bien est-ce que ce sont des processus historiques très différents et tout parallèle peut sembler un peu scabreux? La tentation est grande, hein, parce qu'effectivement, à Arcé, comme à Oradour, un élément va particulièrement marquer la conscience collective, c'est la cloche du clocher qui fond sous la force de l'incendie. Donc oui, effectivement, les éléments de comparaison sont là. Attention, comparaison n'est pas raison et chaque, événement dramatique tel que ce massacre-là doit être replacé dans son contexte. Nous sommes au XVIIe siècle, nous sommes à une époque où la guerre de 30 ans, vous le rappeliez dans l'introduction de cet enregistrement, la guerre de 30 ans est passée par là, avec les malheurs de la guerre, avec des exactions sans nom commises sur les civils, avec une violence de guerre tout à fait particulière. Donc j'aurais tendance à rattacher le massacre d'Arcé à une survivance de cette violence de guerre de la guerre de 30 ans, plus qu'à une violence de guerre ultérieure qui est complètement déconnectée. Il n'y a pas de SS à Arcé, il n'y a pas Mmh. de, il y a pas il y a pas de racisme, il n'y a pas de volonté d'une mainmise d'une puissance occupante. Il n'y a pas de, non, c'est pas l'Algérie non plus. Donc oui, les procédés sont les mêmes, oui, la violence est la même, mais surtout, restons sur le contexte, de l'événement. Mais est-ce que quand on intègre une différence fondamentale liée à l'identité des individus, est-ce que ça nourrit pas, tout compte fait, un phénomène de violence un petit peu universel? À Dara, bon, c'est peut-être la violence raciste, enfin une forme de racisme. Et là, bon, on n'a pas de racisme, on est au XVIIe siècle. Mais justement, le fait que ces gens soient très différents de nous et que tout compte fait que leur vie, leur mort n'ait aucune importance, est-ce que ça a du sens d'envisager ce genre de choses? Ou comme vous le disiez, est-ce que c'est une violence qui se rapproche plutôt des violences de la guerre de 30 ans? Je vais utiliser un concept qu'à titre personnel, je n'aime pas trop, mais qui pourrait éventuellement s'appliquer à ce genre de cas, c'est celui de brutalisation. Une troupe en campagne, ne réagit pas comme un civil en temps de paix. C'est une évidence donc que l'on retrouve, à chaque événement. Le contexte de la guerre, la peur, la réaction par rapport au danger, la réaction par rapport à l'autre, la volonté de le soumettre par tous les moyens. Ça fait un cocktail assez détonnant qui aboutit souvent à
à des procédés assez peu reluisants. Et cette brutalisation, à mon sens, est l'explication qui sous-tend beaucoup de crimes tout au long de l'histoire. À partir de là, je pense on ne peut pas non plus, comme je disais tout à l'heure, Mmh. rassembler tous les crimes dans une seule et même catégorie, une seule et même typologie. Eh bien, merci Éric Labaille pour ce détour tragique à Arcé, aujourd'hui dans le Doubs. Nous rappelons que vous retrouverez ce tragique événement et d'autres dates dans le livre Grandes dates de Franche-Comté, en vente dans toutes vos librairies. Merci Éric Labaille. Merci beaucoup. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.